Moscou, 1936. Au Kremlin, règne l'un des plus sanglants dictateurs de l'histoire. Staline. Son pouvoir est absolu. Il proclame le résultat des élections de 1936. 98,6% des voix. Impitoyable, il a exigé le sang de son peuple. Tous ces sujets vivent dans la peur. Ils doivent applaudir le tyran de très longues minutes. Staline s'impatiente, il sort sa montre. Dans le public, Vassili Petrovitch Nikolaïev. Il raconte. Tous les camarades se regardent. Personne ne veut être le premier à ne plus applaudir. Je ne sais pas pourquoi. Je me rassois. 2 jours après, il est arrêté, jeté en cellule, battu, torturé, sans jamais perdre sa foi communiste. Pourquoi ? Staline et ses complices ont forgé sur son passé, sur ses crimes, un mensonge planétaire qui continue à empoisonner les esprits. Derrière ce mensonge, il y a l'apocalypse. Qui est Staline? Le rempart contre le nazisme? Le petit père des peuples? Le criminel de masse? Staline a dit: la mort résout tous les problèmes. Pas d'homme, pas de problème. Comment a-t-il étendu son pouvoir sur la moitié de la planète? Avec des images remises en couleur. Voici le parcours de ce jeune séminariste qui va devenir, comme dans les romans russes, un possédé. « 22 juin 1941. Sans déclaration de guerre. L'aviation allemande attaque la Russie, qui s'appelle alors l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques. L'avance des Allemands est foudroyante. Ils font, dès les premiers jours, des centaines de milliers de prisonniers. Alors Hitler, le maître de l'Allemagne nazie, vient réaffirmer ses buts de guerre. Se débarrasser de son pire ennemi, le communisme, et de son chef, Staline. Conquérir ce qu'il appelle l'espace vital de l'Allemagne. Hitler dit: notre destin est à l'Est. Nous allons mettre fin à la Russie. Depuis septembre 1939, Hitler et son armée fanatisée ont envahi la Pologne, la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège, la Yougoslavie, la Grèce et avancent vers Leningrad, Kiev et Moscou, la capitale de l'Union soviétique. Au matin du 22 juin 1941, la Russie est en flammes. Staline est enfin réveillé. Personne n'avait eu le courage de l'appeler. Staline avait tout fait pour éviter la guerre, jusqu'à fournir à l'Allemagne le pétrole et les métaux rares qui avaient aidé Hitler à vaincre la France. Quelques semaines avant l'attaque d'Hitler, le 1er mai 1941, sur la place Rouge, à la traditionnelle parade militaire, la propagande soviétique insistait sur la présence d'invités allemands.
pour retarder l'échéance et pouvoir attaquer le premier, Staline avait stupéfié le monde en concluant avec Hitler un pacte germano-soviétique de non-agression, avec des clauses secrètes pour mettre la main sur la moitié de la Pologne et les pays baltes. Le 23 août 1939, le jour de la signature du pacte avec l'Allemagne, le photographe d'Hitler avait été envoyé à Moscou avec l'ordre de faire des gros plans des oreilles de Staline. Pour Hitler, les Juifs ont le lobe des oreilles mal formé. Celles de Staline sont normales, donc il n'est pas juif. Staline n'est ni juif, ni d'ailleurs russe. Il est géorgien. Sa langue maternelle n'est pas le russe, c'est le géorgien. Et même s'il a été élevé dans la religion orthodoxe, sa mentalité est proche des tyrans du Moyen-Orient. 1892, la première photo de Staline, enfant de cœur, à 14 ans. Il est né le 6 décembre 1878 à Gori, une petite ville à 2 jours de marche de Tiflis, la capitale de la Géorgie, alors annexée à l'Empire russe, le plus vaste du monde, 170 millions d'habitants. À Saint-Pétersbourg règne depuis 3 siècles la longue lignée des Romanov. L'empereur, le tsar, un mot qui vient de César, est alors Nicolas II, souverain faible et religieux. Cette Géorgie de Staline est un rude pays du Caucase, où coexistent difficilement des minorités turques, arméniennes, kurdes ou juives. Son père est un cordonnier porté sur le vin rouge local, Vissarion Djoukashvili, auquel Joseph ressemble tant. Joseph, fils de Vissarion, en russe, Joseph Vissarionovitch Djoukashvili, dit Staline, cachera le souvenir de ce père ivrogne et violent. Comme il cachera les nombreuses infirmités de son enfance, ses pieds palmés, les maladies qui ont tué ses 2 frères, la variole qui a laissé sur sa peau des traces indélébiles, que les maquilleurs du Kremlin s'efforceront de masquer. Son bras gauche est plus court que l'autre. Il boite depuis qu'une charrette s'est renversée sur lui à l'âge de 12 ans. Ce qu'il ne peut dissimuler, c'est son lourd accent géorgien. « 3 juillet 1941, le carillon du Kremlin, indicatif de Radio Moscou, annonce un discours de Staline, relayé par les haut-parleurs sur toutes les places du pays. Il a fallu 10 jours à Staline pour avouer que l'armée rouge est en difficulté face aux Allemands. Les Soviétiques, inquiets, entendent enfin sa voix avec son accent rocailleux du Caucase. Dans la foule, une jeune infirmière, Serafina Panasenko, elle dit « Autour de moi, tout le monde pleure. Ce qui me frappe, c'est que les gens se signent, ils prient. Mais à l'école, on nous avait appris que Dieu n'existe pas. » Staline, nouveau Dieu, persécuteur de l'Église, avait pourtant fait ses études au séminaire. Il y entre à 16 ans, en 1894, avec une bourse, parce qu'il est remarqué pour sa mémoire exceptionnelle et pour sa voix, quand il chante les psaumes. Le séminaire, c'est le vœu de sa mère, Ekaterina, si pieuse, qui le frappe autant que son père. Staline a toujours préféré oublier et cacher cette famille. Une fois au pouvoir, il revient dans sa maison natale et comme un bon fils, il rend visite à sa mère.
Elle lui demande ce qu'il fait maintenant. Staline répond « Tu te rappelles le tsar ? Je suis devenu une espèce de tsar. » Elle dit « Tu aurais mieux fait d'être prêtre. » Sa mère ne voulait pas qu'il reste au village, qu'il soit cordonnier, comme le souhaitait son père. Elle a choisi le séminaire. Elle veut qu'il soit évêque. Et lui, qui ne parle que le géorgien, il va apprendre le russe, le grec et l'arithmétique. C'est encore un adolescent qui écrit des poèmes comme celui-ci. Dans l'ombre de la nuit, le chant de l'alouette s'envole plus haut que les nuages. Et les doux accents du rossignol, dans les taillis, bercent les enfants. Au séminaire de Tiflis, il perd la foi. Dans ce terreau pour révolutionnaires, il apprend des prêtres orthodoxes sales et méchants, et de leurs gardiens alcooliques, les techniques répressives. Staline les énumère lui-même, il dit « surveillance, espionnage, intrusion dans la vie intérieure, viol des sentiments ». Mais il apprend aussi la vertu du silence. Pour Staline, il vaudra toujours mieux écouter que parler. Ne jamais révéler ses sentiments. Ne jamais se trahir. « 1898, il a 20 ans, il change. Il provoque les autorités. Il refuse de se couper les cheveux. Il se laisse pousser la barbe. Il lit des ouvrages interdits de Zola ou de Victor Hugo qui protestent contre l'injustice sociale. Il est expulsé du séminaire. Il prend alors son premier pseudonyme, Koba, le nom d'un Robin des Bois du Caucase. Il se veut chef de bande. En 1901, à Tiflis, il entre au Parti social-démocrate clandestin et il est aussitôt repéré par la police secrète du tsar, l'Okhrana. Il travaille quelques mois à l'Observatoire météo, ce qui lui laisse du temps pour lire les ouvrages de l'Allemand Karl Marx, qui écrit avec Friedrich Engels, dès 1847, le manifeste du Parti communiste. Texte qui appelle à la fin de la propriété privée, du capitalisme, à l'union des ouvriers du monde entier et à la révolution par les armes. Marx dénonce l'exploitation de l'homme par l'homme et le malheur d'un prolétariat qui n'a, dit-il, plus rien à perdre que ses chaînes. Les peintures naïves staliniennes montrent le futur dictateur en marxiste endoctrinant les ouvriers. Il dit: pourquoi n'avons-nous aucun droit politique? Comment transformer nos existences? Pour lui, l'Empire russe du début du XXe siècle est une société féodale qu'il faut détruire. Image rare d'une famille impériale qui se filme dans l'insouciance pour montrer à ses cousins anglais qu'ils savaient aussi jouer au tennis. Qu'ils sont assez braves pour se jeter dans l'eau glacée du lac Ladoga, proche du palais de Saint-Pétersbourg. Une nouvelle classe ouvrière se développe, en même temps que la Russie s'industrialise. Surtout dans le Caucase, des puits de pétrole de Bakou, les raffineries font la fortune de quelques-uns et la révolte des exploités. Leur chant révolutionnaire, c'est la Marseillaise, en russe, avec d'autres paroles. À 23 ans, Joseph Djougashvili est envoyé par les socialistes à Bakou organiser des manifestations et des grèves interdites qui confirment sa vocation de meneur.
Il est exalté par la lecture d'un extrémiste russe du 19e siècle, Nechaïev, et son catéchisme révolutionnaire. Le révolutionnaire n'a ni intérêt personnel, ni sentiment, ni même de nom. Il a coupé tout lien avec toute loi et toute moralité. Ennemi implacable du monde civilisé, s'il y vit, c'est pour le détruire. Tout sentiment d'amitié, de gratitude et d'honneur doit être étouffé en lui par l'unique passion révolutionnaire. Joseph Djougashvili, agitateur révolutionnaire, est arrêté le 5 avril 1902. Sa fiche de police indique taille 1,62 m, cheveux bruns, corpulence moyenne, âge 24 ans. Il dira « Les prisons du Tsar sont des maisons de repos ». En effet, la discipline et le traitement des prisonniers n'ont rien à voir avec les futures méthodes staliniennes, d'une autre cruauté. Il reste 1 an dans cette cellule. Il passe son temps à lire. Comme ce manuel pratique du révolutionnaire, intitulé « Que faire ?», signé Lénine. L'auteur de cette brochure est un marxiste russe en exil, Vladimir Ilitch Ulyanov, qui se fait appeler Lénine, pseudonyme tiré de la Léna, le grand fleuve de Sibérie. Lénine va devenir le guide de la révolution. C'est sa statue que près d'un demi-siècle plus tard, les Allemands déboulonnent en priorité. À Minsk, en juillet 1941, l'immeuble de la police politique soviétique devient le quartier général des SS. Les SS ont l'ordre d'exterminer les Juifs. La propagande allemande exprime le racisme nazi. Die Gesichter dieser Untermenschen sind von Raubgier und Mordlust gezeichnet. In der Tat würdige Verbündete Churchills und seiner Plutokraten. Ainsi commence la Shoah par balle. L'immense génocide des Juifs. La famine des ghettos. Les camps de la mort. Hitler a désormais sous sa coupe 20 millions de soviétiques. Alors se noue le destin tragique de l'armée rouge de 1941, mal commandée, parce que Staline avait fait fusiller des milliers d'officiers en 1937. Mi-juillet 1941, Staline rédige la directive 270, qui punit les familles des soldats qui se rendent aux Allemands. Hitler les laissera mourir de faim. L'un de ces prisonniers soviétiques, le soldat Ivan Choulinsky, raconte. Je chantais pour me maintenir en vie, cet air du pays de la faim. Si seulement j'avais des ailes, je m'élèverais dans le ciel, vers les nuages, où il n'y a ni douleur, ni châtiment. Le destin de ces prisonniers soviétiques sera tragique. Les survivants seront déportés par Staline, parce qu'ils se sont rendus à l'ennemi. Les Allemands continuent leur avance. Les paysans ukrainiens, victimes des famines de l'ère stalinienne, bénissent les envahisseurs allemands. Ils seront pendus quand l'armée rouge reviendra. Traités de collabos, ils seront filmés pour l'exemple. Été 1941.
les commissaires politiques fusillent ceux qui reculent. À Moscou, les usines, avec leurs ouvriers, et les ministères sont évacués. L'infirmière Serafina Panasenko s'engage. Elle dit « Mon père était communiste. Il nous avait inculqué dès notre enfance que la patrie c'était tout, qu'il fallait défendre la patrie. » Si elles sont faites prisonnières, elles savent ce qui les attend. Mais elles se battent pour l'Union soviétique de Staline. Tous les hommes, de 16 à 50 ans, sont immédiatement mobilisés dans l'immense pays. 14 millions de soldats. Leur sacrifice et l'appel au patriotisme de Staline portent leurs fruits. Les Allemands sont arrêtés sur la route de Moscou, au centre du front. La bataille pour Smolensk retarde la Blitzkrieg, la guerre éclair d'Hitler. Les Russes ont perdu 1 500 000 hommes et 4 millions de prisonniers. Les pertes allemandes sont élevées, de l'ordre de 700 000 hommes, ce qui inquiète le Führer. Hitler dit « Le communisme représente un terrible danger pour notre avenir. Cette guerre est une guerre d'extermination. Si nous ne le comprenons pas, nous pouvons vaincre, mais le problème ressurgira dans 30 ans. Notre guerre n'est pas conduite pour épargner l'adversaire. » Omniprésent, Staline dirige la lutte contre Hitler. Il s'est autoproclamé commissaire du peuple à la défense, commandant suprême des armées. Mais comme Hitler, c'est un stratège amateur. Heureusement, Staline a auprès de lui le général Zhukov. Spécialiste des chars, Staline lui fait confiance. Zhukov est le seul qui ose lui dire la vérité. Zhukov prédit « Les Allemands vont maintenant porter leur effort sur Kiev. Il faut évacuer la ville. » Staline explose. Quelle est cette absurdité? Comment peut-on abandonner Kiev à l'ennemi? Mais Zhukov avait raison, contre Staline. Hitler décide de lancer ses forces vers le sud. Les Allemands obliquent vers l'Ukraine, encerclent les armées soviétiques, font 600 000 prisonniers. L'armée allemande entre dans Kiev le 26 septembre 1941. Dans cette Ukraine divisée entre anti-soviétiques et résistants, les nazis commencent par attiser la haine contre Staline. La propagande allemande montre la population devant une prison. Elle assiste à l'évacuation des victimes du stalinisme. La police politique a quitté le pays avec l'ordre de vider les cellules, c'est-à-dire d'exécuter les détenus. 100 000 sont retrouvés les mains liées derrière le dos. Les nazis rassemblent 34 000 juifs d'Ukraine pour les assassiner dans le ravin de Babi Yar, près de Kiev. Un grand poète russe, Evtuchenko, écrira en leur mémoire « Ici, en silence, tout hurle, et en me découvrant, je sens mes cheveux blanchir lentement,
et je deviens un long cri silencieux, au-dessus des milliers et milliers d'ensevelis. Je suis chaque vieillard ici fusillé. Je suis chaque enfant ici fusillé. À Kiev, la haine se déchaîne aussi contre les effigies de celui qui a régné sans partage et sans pitié, Staline. Staline, 1903. Il s'appelle encore Djougashvili. Il a 25 ans. Entre deux séjours en prison, il rejoint la tendance la plus dure du Parti socialiste clandestin, les bolcheviks de Lénine. Toujours en exil, toujours exalté. Dans les congrès du Parti social-démocrate, hors de Russie, Lénine affronte les mencheviks, les minoritaires, plus modérés que les bolcheviks, les majoritaires. Lénine repère Djougashvili et favorise son ascension à la tête des bolcheviks du Caucase. Lénine apprécie son sectarisme marxiste et surtout son apport au financement des bolcheviks, avec ce qui est pudiquement appelé les expropriations, en fait, les braquages de banques. Pour Joseph Djougashvili, ces attaques à main armée sont légitimes parce que son projet marxiste est au-dessus de la loi. La fin justifie les moyens. Le plus célèbre de ces braquages a été reconstitué sous l'ère soviétique. L'attaque, organisée par le futur Staline, le 12 juin 1907, du convoyeur de fonds de la Banque centrale de Tiflis. Le butin est l'équivalent de 6 millions d'euros. Mais l'opération fait 5 morts et 16 blessés. Beaucoup de socialistes condamnent ces actes de pur banditisme. Djougashvili se défend. Il dit « Nous devons rester dans l'illégalité jusqu'à la révolution. Entrer dans la légalité serait devenir normal. Seule la lutte armée vaincra le tsarisme. » À Bakou, il se lance dans le racket. Avec le secrétaire du syndicat du pétrole, Voroshilov, il contrôle 50 000 ouvriers. Il rançonne les riches industriels, il les menace de grève ou d'incendier leurs puits. Il change sans arrêt d'apparence. Il devient l'un des parrains du banditisme géorgien. Il mérite son pseudonyme de Staline, l'homme d'acier. À la trentaine, son appétit sexuel est intarissable. Ses yeux sont brûlants, dit l'une de ses jeunes conquêtes. Sa vie clandestine, dangereuse, ne l'encourage pas à fonder une famille. Pourtant, entre deux arrestations, il rencontre une jolie couturière, Ekaterina Svanidze. Il est si attaché qu'il accepte pour la première fois de se marier et à l'église. Mais 3 ans après, elle meurt à 22 ans de la tuberculose. Il dira « Cette créature avait su adoucir mon cœur de pierre. » Elle lui avait donné un fils, Yakov, que Staline accepte même de faire baptiser. Il ne peut pas s'en occuper. Yakov est élevé par ses grands-parents géorgiens. Staline le reprend une fois arrivé au pouvoir. Yakov est proche du garde du corps de Staline, Nikolai Vlasik. Yakov, lieutenant d'artillerie, est fait prisonnier par les Allemands en 1941. Capturer le fils de Staline est une prise de guerre exceptionnelle. Quand Staline apprend la nouvelle, il applique son propre décret et fait arrêter la femme de Yakov, qu'il sépare de sa petite fille. L'interrogatoire de Yakov par les Allemands leur apporte une information capitale. Yakov, que son père n'a jamais beaucoup aimé, leur dit « Mon père a peur du mouvement nationaliste russe. La création d'un gouvernement russe opposé à Staline pourrait préparer la voie à une victoire allemande rapide. »
Un rapport est aussitôt envoyé au maréchal von Bock, qui transmet à Hitler. Cette révélation donnerait au Führer le moyen de gagner la guerre, en supprimant, dans le vaste territoire qu'il contrôle déjà, le communisme, en rétablissant la propriété privée et la liberté de culte. Mais il ne le fait pas. Pour Hitler, pour son ministre de la propagande, Joseph Goebbels, les Russes sont des sous-hommes, promis à l'esclavage. Goebbels dit: les Russes ne sont pas un peuple, mais un conglomérat d'animaux. Recevant son allié, le dictateur italien Mussolini, Hitler lui dit: ce sol de Russie est le plus fertile du monde. Vos Italiens s'éreintent à travailler un sol pierreux. Ici, on trouve des espaces immenses remplis de bonnes terres. Ce sera le grenier à grains de la nouvelle Europe. Les Allemands avaient déjà envahi la grande plaine russe 30 ans plus tôt. « 1914. Staline ne participe pas à la Première Guerre mondiale. Après de multiples arrestations et évasions, il a fini par être déporté en Sibérie. Cloîtré 3 ans dans une isba, il refait le monde avec d'autres marxistes exilés, comme Lev Kamenev, qui deviendra l'un des grands hommes de la Révolution et qu'il fera exécuter 20 ans plus tard. « 12 mars 1917, Staline, libéré, arrive à Saint-Pétersbourg, rebaptisé Pétrograd, après la première révolution de février 1917 qui a chassé le tsar. Nicolas II dit « Je suis né pour le malheur et j'ai apporté le malheur à la Russie. » Le gouvernement provisoire du socialiste Alexandre Kerensky veut tenir les engagements de la Russie. En continuant la guerre, il a besoin d'hommes. Staline, convoqué pour l'armée, est réformé à cause de son bras atrophié. Il rejoint alors ses amis bolcheviks, eux aussi sortis de la clandestinité. Il devient l'adjoint de Kamenev à la direction du quotidien La Pravda, la vérité, qui soutient alors le gouvernement provisoire. Lénine revient de Suisse le 3 avril 1917. Il rejette ce gouvernement qui continue ce qu'il appelle la guerre impérialiste. Lénine expose son programme révolutionnaire. Pour lui, comme pour Staline encore dans l'ombre, il faut donner tout le pouvoir aux soviets, les conseils d'ouvriers et de soldats qui se forment dans les villes. Lénine veut la fusion de toutes les banques, la confiscation des grandes exploitations agricoles. Sur le front, les soldats paysans russes désertent pour participer à la redistribution sauvage des terres. Été 1917. L'influence des bolcheviks grandit dans le pays. Grâce au slogan de Lénine, « Je vous apporterai la paix, la terre et le pain ». D'autres pancartes se font plus menaçantes. Elles proclament « À bas le gouvernement provisoire, à bas les ministres capitalistes ». Léon Trotsky, 38 ans, est un brillant intellectuel juif marxiste, revenu d'exil à Paris, puis à New York. Il n'a rien à prolétaire. Il a tout pour déplaire à Staline, qui n'est pas à l'aise en public, qui jalouse ses talents d'orateur. Trotsky a le don de rallier les foules à la cause bolchevique. Alors, le chef du gouvernement provisoire, Kerensky, décide de se débarrasser des bolcheviks. Il lance une vaste opération de police.
800 bolcheviks sont arrêtés, dont Trotsky et Kamenev. Lénine s'enfuit en Finlande avec l'aide de Staline, qui lui a rasé sa barbiche et l'a déguisé en paysan. Staline reste. Il devient le messager de Lénine. Il prend de l'importance. Le froid qui arrive accroît la tension du pays, en proie aux grèves et à la faim. Après 3 mois d'absence, Lénine décide de revenir à Petrograd pour déclencher l'insurrection. Le soir du 7 novembre 1917, les bolcheviks s'emparent de tous les points stratégiques de la capitale, la centrale électrique, la poste, les ponts. Ils libèrent leurs prisonniers. Le palais d'hiver, l'ancienne résidence du tsar, est le dernier refuge du gouvernement provisoire de Kerensky. Il n'est plus défendu que par un bataillon de jeunes femmes. Les soldats de la garnison, affamés, sont partis chercher de la nourriture. Le croiseur Aurore, rallié aux révolutionnaires, tire une salve à blanc. C'est le signal de l'assaut contre le palais d'hiver. Les 140 jeunes femmes héroïques se défendent jusqu'au bout. Les bolcheviks capturent les membres du gouvernement provisoire. Leur chef, Kerensky, réussit à s'enfuir pour un long exil en Amérique. Ce coup d'État est appelé Révolution d'octobre, selon l'ancien calendrier russe. La vraie date est le 7 novembre 1917. Les bolcheviks sont au pouvoir. Lénine forme son gouvernement. Cette reconstitution soviétique reproduit le film d'époque qui montre Lénine dans son attitude habituelle, avec sa sévère myopie de l'œil droit. Lénine, pour ne plus employer des mots bourgeois comme ministre, utilise le terme de commissaire du peuple. Il offre l'intérieur à Trotsky, qui refuse en disant « Nommer un juif à la tête de la police, c'est donner une arme supplémentaire à nos ennemis ». Lénine propose alors à Trotsky les affaires étrangères, ce qui lui convient parfaitement. Pour la première fois dans l'histoire, une femme entre dans un gouvernement. Une aristocrate devenue marxiste, Alexandra Kollontai. Elle y restera 4 mois. Lénine nomme Staline commissaire aux nationalités. Il est chargé de régler les velléités d'indépendance aux frontières. Le Géorgien, qui a toute sa confiance, avait écrit en 1913 une brochure intitulée « Le marxisme et la question nationale ». 20 ans plus tard, Staline fera assassiner 12 des 15 ministres de ce gouvernement Lénine de 1917. Pour le moment, c'est Lénine qui a encore le pouvoir. Président du Sovnarkom, le Conseil des commissaires du peuple, maître de Petrograd, la capitale de la Russie. Petrograd, novembre 1917. Après ce coup d'État bolchevique, la vie reprend son cours normal. Il n'y a plus d'affrontements de milices dans les avenues. L'écrivain Maxime Gorky dit « Que va-t-il se passer maintenant ? J'ai bien peur que beaucoup de sang ne coule, bien plus qu'il n'a jamais coulé. » Lénine apparaît avec sa maîtresse, une militante française, Inès Armand, et son épouse, Nadejda Krupskaya, une bolchevique de la première heure. Il est soumis à 2 pressions, faire la paix avec l'Allemagne et faire face à une menace politique. Le gouvernement provisoire avait organisé depuis des mois des élections. Lénine maintient le scrutin pour légitimer son pouvoir. Les premières élections libres de l'histoire de la Russie ont bien lieu, le 25 novembre 1917.
3 semaines seulement après leur coup d'État, c'est une défaite absolue pour les bolcheviks. Ils ont 168 députés contre près de 400 pour les socialistes révolutionnaires, plus modérés et plus démocrates. Lénine dissout immédiatement cette assemblée. Il établit sa dictature, qu'il appelle « dictature du prolétariat ». Il promet une société sans classe. Il suspend toutes les libertés, interdit les partis politiques, supprime la liberté de la presse et le droit de grève. Lénine désigne tous ses opposants de droite comme de gauche comme ennemis du peuple ou contre-révolutionnaires. Pour les neutraliser, il crée une nouvelle police politique, la Tchéka, initiale russe de Commission de répression de la contre-révolution. Lénine dit « Lançons une terreur de masse impitoyable. Une révolution sans peloton d'exécution n'a aucune chance. » La Tchéka, la police politique, est organisée par le Polonais Félix Dzerzhinsky. Il sort lui-même très diminué des prisons du Tsar, où son activité révolutionnaire l'a plongé toute sa vie. Il a une âme implacable d'inquisiteur. Il dit « Nous n'avons que faire de la justice. Nous sommes en guerre sur le front le plus cruel. » Ce document unique nous fait pénétrer dans les coulisses de la Tchéka. Les tchékistes, recrutés parmi les fanatiques bolcheviques ou les pires délinquants psychopathes, sont filmés ici après le pillage d'un appartement, pudiquement appelé « contribution de la bourgeoisie ». En 6 semaines, la Tchéka, la police politique, commet 50 000 assassinats. Plus de droit, plus de justice. Le procureur général dit « Nous ne devons pas seulement exécuter les coupables. L'exécution des innocents impressionnera bien mieux les masses. » Dans cet univers de terreur, Staline séduit sa secrétaire, Nadejda Alilouyeva, 16 ans. Il la connaît depuis l'âge de 4 ans. Ses parents, fervents bolcheviques, avaient caché Lénine recherché par la police. Staline avait déjà eu une aventure avec sa mère, adepte de l'amour libre. Il épouse Nadejda, qui lui donne 2 enfants, au destin singulier. Elle se révélera courageuse et capable d'affronter, à ses risques et périls, le tyran rouge. « 3 mars 1918. Les soldats russes et allemands sortent de leurs tranchées et fraternisent au mot d'ordre de la Révolution internationale. Les banderoles proclament « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Lénine et les bolcheviks viennent de signer avec l'Allemagne le traité de paix de Brest-Litovsk, désastreux pour la Russie, qui perd une bonne partie de son territoire, la plus riche en blé et en acier. Petrograd est jugé trop près de la frontière allemande. Les bolcheviks choisissent de revenir à l'ancienne capitale, Moscou. Moscou, mars 1918. Lénine pose devant le célèbre canon du Kremlin. Le Kremlin, la citadelle qui abrite les tombes des 47 tsars. Le tsar, aujourd'hui, c'est un marxiste, Lénine, le dictateur de la Russie. Son régime repose sur 3 piliers. Le parti bolchevique, la police politique et les gardes rouges, qui vont devenir l'armée rouge. Mais le pouvoir de Lénine est fragile. Il est encerclé par les forces hostiles au bolchevisme. Dans toute la Russie se forment des armées de gardes blancs, souvent anciens soldats tsaristes, qui vont se livrer à une lutte féroce contre les rouges, ouvriers et paysans, souvent sans uniforme, mal armés, mal équipés, indisciplinés. Alors Lénine nomme Trotsky
commissaire du peuple à la guerre. Militaire dans l'âme, Trotsky avait brillamment organisé le coup de force bolchevique de novembre 1917. Toute son énergie est nécessaire. La guerre civile commence. Elle va durer 4 ans et faire 10 millions de morts. Tous rivalisent de cruauté. Il n'y a pas de prisonniers. Ce soldat bolchevique défie en souriant les Blancs qui vont le tuer. Le voici, à droite, les narguant jusqu'au dernier moment. La mort est devenue, en Russie, la compagne intime de tous les instants. Mobilisé d'office dans l'armée rouge, Vassili Petrovitch Nikolaïev avait alors 15 ans, il raconte. Notre signe de reconnaissance, des étoiles rouges sur nos casquettes. Nos camarades gisaient dans les champs, leurs étoiles découpées sur le front. Il y avait aussi des officiers blancs, déchiquetés par nos baïonnettes. Leurs galons sortaient de leur ventre. On n'avait aucune pitié. Lénine et une poignée d'hommes ont plongé un continent dans le chaos. Alors, se forment contre les bolcheviks d'autres gouvernements, comme à Samara, sur la Volga, celui des socialistes révolutionnaires. Déçus et désespérés, ils organisent un complot pour assassiner Lénine. Ils se servent d'une femme, la socialiste révolutionnaire Fanny Kaplan. Elle l'atteint à l'épaule et au poumon. Fanny Kaplan dira « J'ai tiré sur Lénine parce que je le considère comme un traître au socialisme et parce que son existence discrédite le socialisme. » Lorsqu'il reprend connaissance, Lénine refuse d'aller à l'hôpital, jugé peu sûr. Il se fait transporter au Kremlin, où les médecins ne peuvent pas l'opérer. Il survit, mais avec 2 balles dans le corps. Après avoir été torturé, Fanny Kaplan est exécutée sans jugement, 3 jours plus tard. En représailles, la police politique exécute 1300 malheureux, désignés comme otages de la bourgeoisie. Le 30 août 1918, le gouvernement bolchevique officialise la terreur rouge. Il décrète « Il faut isoler les ennemis de classe dans des camps de concentration et fusiller sur le champ tout individu impliqué dans des organisations blanches, dans des insurrections et des émeutes. » Tels les cavaliers de l'Apocalypse, les bolcheviks sèment la mort et la désolation pour se maintenir au pouvoir. Ils vont continuer pendant 20 ans, jusqu'à ce que les Allemands soient aux portes de Moscou. 1941, début novembre, les bombardiers allemands attaquent la capitale de l'URSS. Les chars de la Wehrmacht sont à 70 km du Kremlin. Hitler dit « La Russie est finie ». À Moscou, Staline décide de ne plus autoriser les évacuations, de fusiller tous ceux qui seraient soupçonnés de vouloir quitter la ville. Dans le métro de Moscou, où il est en sécurité, Staline prononce le 6 novembre 1941 un grand discours devant son gouvernement et les responsables du Parti communiste. Staline va citer Hitler en lui faisant dire des mots qui sont, en fait, destinés aux hommes et aux femmes qui l'écoutent. Ils ont survécu à 2 décennies de terreur. Staline les prévient que le pire est à venir. Говорит Гитлер, управлять им можно только с помощью силы.
В обращении с ним позволительны любые методы. Когда этого требует политика, надо лгать, предавать и даже убивать. Я освобождаю человека от унижающей химеры, которая называется совесть. Staline a toujours menti, trahi, tué. Il a forgé dans son univers utopique une société nouvelle et un homme nouveau. L'homme rouge. Rouge de la révolution. Rouge de sang.